Catherine, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi dans le cadre de la valorisation du projet SLAFNet. Ça a été une expérience importante pour nous toutes et tous et tu en as été un petit peu la marraine depuis cette grande conférence sur les esclavages de Nairobi qu'on a organisée à l'Université catholique d'Afrique de l'Est. Donc j'aimerais savoir un petit peu ton ressenti de cette aventure SLAFNet depuis justement cette conférence de Nairobi. Bien, c'est vrai que j'ai découvert le SNAPnet par cette conférence en réalité. Je me suis intéressée à l'histoire de l'Afrique subsaharienne, à partir de mes premières recherches, c'est-à-dire juste après l'agrégation, quand j'étais une jeune historienne. Et j'avais été attirée par cette question en réalité parce que j'étais passée à Oran pendant la guerre d'Algérie, où mon mari faisait son service militaire. Euh, Heureusement, euh, classé inapte opérationnel, c'était très rassurant quand même quand on était contre la guerre d'Algérie. Et en réalité, je devais à ce moment-là, j'étais jeune prof de lycée, je devais commencer une thèse d'État, ça n'existe plus, sur le Moyen Âge. Et puis, je suis arrivé à Oran, j'ai découvert l'Afrique du Nord, enfin, je ne suis jamais allé, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais passer mon temps euh, au Moyen Âge, d'autant que le professeur que j'allais voir m'avait dit, c'est un très beau sujet, mais très long, je ne vous garantis pas que vous n'y passez pas votre vie. Et j'avais pas envie de passer ma vie au Moyen Âge, j'avais envie de passer ma vie dans des problèmes politiques plus contemporains. Donc j'ai eu un coup au cœur quand je suis arrivé à Oran et je me suis dit, ben, c'est ça que je veux travailler. Et ça se passait au début des années 60. Et j'ai eu la chance à ce moment-là j'étais prof de lycée, histoire-géographie, et j'ai eu la chance d'être recruté dans le centre d'études africaines de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, qui n'existait pas encore. Elle était sous un autre nom, en 1962. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de travailler sur l'Afrique du Nord. Et je pensais que ce serait l'Afrique du Nord. Voilà. Donc, je me suis mis à étudier l'arabe. Je suis contente de l'avoir étudié pendant quelques années. J'ai tout oublié, évidemment, mais ça m'a fait découvrir vraiment déjà une autre civilisation, une autre culture, une autre forme de langue. Et bon, ben, à partir de ce moment-là, j'ai travaillé d'abord sur des archives parce qu'il fallait avoir l'argent pour partir en Afrique. Et puis ensuite, progressivement, c'est la première fois que je suis allée à- en Afrique subsaharienne, c'est en 1965, avec une bourse de recherche. Je travaillais en fait sur l'Afrique équatoriale, l'ancienne Afrique équatoriale française, c'est-à-dire Gabon, Congo, Centrafrique aujourd'hui, qui s'appelait le Burkina et le Tchad. Et j'y ai passé une bonne dizaine d'années, tantôt sur le terrain, tantôt dans les archives françaises. J'y ai appris les rudiments de l'histoire africaine que je ne connaissais pas du tout, du tout. J'avais aucune affinité particulière avec l'Afrique avant. Je n'avais pas un grand-père qui aurait été euh, euh, agent colonial, rien de tout ça. Je savais à peine où c'était. Et comme des jeunes Français qui ne connaissent pas très bien la géographie. Et donc j'ai tout appris. J'ai tout appris à ce moment-là, et pendant longtemps, et j'ai continué d'apprendre. Et donc dans les différents sujets que j'ai abordés, qui ont été variés, puisque ma carrière est quand même très longue, finalement, l'esclavage est apparu comme un sujet tout à fait neuf. Enfin, l'esclavage n'a rien de neuf, mais le sujet était scientifiquement très peu étudié. Il y avait une espèce de tabou. Les Africains n'aimaient pas parler de l'esclavage parce que leurs ancêtres avaient été esclaves. Disons, les Antillais n'avaient pas envie aussi
parce qu'ils avaient été aussi particulièrement esclaves. Les Français non plus, parce qu'ils avaient été négriers. Donc c'était un sujet tabou dans l'enseignement et la recherche française. Et j'ai découvert donc ce sujet pas longtemps avant le colloque que tu avais organisé d'une façon formidable en 2014. Dans les années 2000, oui, si, j'ai participé en tant qu'intéressé et avec soif d'apprendre des choses au premier grand colloque que Myriam Kotias avait organisé en 2006, ou pour la première, je crois que c'était 2006, où pour la première fois, elle a invité finalement tous ceux, c'était essentiellement à l'époque des Européens, tous ceux qui travaillaient sur l'esclavage en Afrique. Et on n'était pas nombreux, en réalité. Mais enfin, il y en avait un petit peu de toutes les nationalités, surtout occidentales à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, c'était le lancement d'un sujet qui n'avait encore pas très peu été abordé par des historiens en tant que sujet. Donc, j'étais un tout petit peu au courant. Enfin, je ne sais plus très bien ce que j'ai fait à ce moment-là. Je pense que j'ai dû faire des articles de synthèse pour faire le point de ce qu'on connaissait à l'époque, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et c'est sur ces entrefaites, effectivement, que Marie-Pierre, tu m'as invité euh, euh, à Nairobi. Et là, alors, j'ai découvert l'ampleur du sujet, je ne sais pas, et le fait que finalement, j'en suis sorti en me disant, mais il y a eu de l'esclavage partout. D'ailleurs, il y a eu de l'esclavage partout dans le monde, et en particulier partout aussi en Afrique. Et ça, bien avant la colonisation, bien avant la traite dite traite négrière, etc. Mais sous des formes tout à fait diverses. Le sujet m'a beaucoup intéressé et je me suis mis à travailler dessus. C'était finalement quasiment le dernier sujet que j'ai abordé de façon, disons, scientifique sur l'histoire africaine. Et donc, à partir de 2014, on a créé le réseau Oui, SLAFNet. oui. Tu en as été aussi une membre active puisqu'on a fait plein de choses ensemble. Ah oui, non, non, formidable. Moi, j'ai appris plein de choses parce que j'étais comme la plupart des chercheurs, des historiens, des historiennes de l'époque, je ne connaissais rien sur la question. Donc, il fallait tout apprendre et tout essayer de comprendre comment on pouvait explorer euh, ce thème qui, paradoxalement, est un thème très ancien. L'esclavage africain, bon, ça a été très important et depuis très longtemps, mais qui n'était très peu étudié à l'époque. Et qui d'ailleurs surprenait euh, en- d'une façon générale les autres historiens. D'abord, les historiens qui n'étaient pas spécialistes ni d'Afrique, ni d'esclavage. Les spécialistes de l'histoire africaine, il y en avait très peu quand j'ai commencé. On était peut-être euh, tous à peu près du même âge, c'est-à-dire jeunes, chercheurs. Euh, pour des raisons diverses, on avait décidé de commencer à travailler sur l'Afrique, qui était un sujet, d'une façon générale, l'histoire africaine était pour les Français de l'époque un sujet complètement neuf, parce que bah, je suis encore de l'époque où les collègues historiens des universités me disaient, ah bon, l'histoire africaine, ça existe? Il y a une histoire, comme si un peuple pouvait vivre sans histoire. Alors c'est vrai que cette histoire n'avait pas été travaillée, très peu, en tous les cas par les francophones, par les Français. Elle avait été travaillée par les anglophones déjà. Et il y avait une espèce de, de jeunesse de la curiosité sur l'histoire africaine qui correspond assez paradoxalement aux indépendances africaines. Je le relis à ceci. C'est pour ça que les anglophones, enfin les Anglais, les Britanniques, ont commencé. Il y avait, il y avait quelques historiens africains très importants et qui ont marqué les débuts. Mais du côté européen, il y avait quelques Britanniques. Il y avait deux professeurs, John Fage, qui avait d'abord enseigné au Sierra Leone, il me semble, je ne sais plus, au Ghana, enfin bref, en Afrique, un certain temps avant de créer un centre
à Birmingham, et Roland Oliver, qui lui était prof d'histoire africaine à la School of Oriental and African Studies. Et tous les deux avaient été nommés à ces postes en 1947. Et moi, j'ai fait effectivement tout de suite la, la similarité entre l'accès à l'indépendance d'un certain nombre de pays et la curiosité sur l'histoire de ces pays. Donc l'Inde est indépendante enfin, en 1947, et c'est en 1947 qu'il y a deux profs britanniques qui se spécialisent sur l'histoire africaine. Et des pays francophones au sud du Sahara, l'indépendance est en 1960. Moi, j'ai commencé à travailler sur l'Afrique avec quelques autres en 61-62. C'est-à-dire que l'indépendance, en fait, c'est-à-dire la liberté, finalement, a donné naissance à la curiosité et à l'importance, et en particulier d'historiens africains francophones. Ce que je disais tout à l'heure, il y avait les premiers historiens africains, premiers historiens francophones, de façon générale, oui, c'est ça, ont été des Africains. Mais ça, on le savait très peu en France. C'est un peu après qu'on a découvert quelques historiens, comme Fernand Braudel avait découvert par exemple Joseph Kizerbo, qui a écrit, qui s'est lancé dans une synthèse. À l'époque, j'étais très audacieux parce que ça savait très peu de choses, qui est paru en 1972, je crois, et qui a été réédité en 1978. Sur l'histoire générale de l'Afrique. C'était la première fois. Et c'est un Africain qui l'a écrit. C'était le premier agrégé d'histoire francophone. Et, et, et curieusement, cette œuvre qui est pour l'époque tout à fait novatrice et dans l'ensemble très juste, bien qu'effectivement à l'époque on ne savait pas grand-chose, est passé relativement inaperçu dans le monde occidental, c'est-à-dire le monde où il y avait les spécialistes. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Et on était peut-être 5 ou 6, les quelques jeunes chercheurs, la plupart français, la plupart sont partis en Afrique pour essayer de comprendre les pays, souvent à l'occasion du service militaire. Ils partaient en coopération et ils se retrouvaient sur le terrain pour faire leur thèse. Il y en a deux en France qui n'ont pas fait ça. C'est Henri Monniot et moi. On était tout à fait de la même génération, on avait le même âge. Et pour des raisons diverses, nous n'avons jamais été en poste dans une université africaine. J'y suis allé souvent pour faire des cours, pour faire des recherches, mais j'ai jamais été en poste. Tandis que tous les autres collègues de cette première génération, en fait, ont plus ou moins écrit leur thèse quand ils étaient en Afrique. Et bon, ben, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Et moi, quand j'ai commencé mes études, Oui. Comme toi, je suis allée vers le continent africain, je ne sais pas pourquoi. Et tu nous as enseigné. Oui, 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 Professeur, voilà. toi et Françoise Raison, qui a été ma directrice de thèse ensuite sur Madagascar. Et j'ai encore le livre de Joseph Kizerbo avec moi. Et effectivement, on a pu découvrir tout un monde grâce à vous. Et tu pointes très justement qu'il y avait qu'il y avait des historiens africains, mais dont le travail n'a pas été reconnu. Moi, je trouve que sur l'histoire de l'esclavage et des traites, effectivement, on connaît très mal tous les travaux des collègues africains, des historiens africains, des années 70-80, alors qu'ils existent. Oui, bien sûr. Et donc, l'idée aussi dans SLAFNet, c'était de valoriser toute cette recherche des collègues anciens et jeunes chercheurs sur cette question de la traite et de l'esclavage au sein du continent. Enfin, de vraiment mettre ces collègues-là au centre de la recherche. Ben, ce que je disais à mes étudiants
à l'université Paris. Alors, je ne vais pas parler de mon université. En 72, je suis rentré à l'université qui n'avait pas de nom à l'époque. C'était un septième de l'ancienne Sorbonne, c'était donc Paris 7, avec la dénomination de ces bâtiments, c'est-à-dire Paris-Jussieu. C'était pas un nom officiel, mais on disait Paris-Jussieu parce que c'était près du métro Jussieu et que c'était installé dans l'ancienne halle au vin, dans le Marais. Et ça n'est que plus tard que l'université, oui, le ministère nous a dit avoir un numéro comme titre d'université, c'est pas raisonnable, parce qu'il y avait Paris 1, Paris 2, Paris 3 jusqu'à Paris 7, puis après c'est allé jusqu'à Paris 14, je crois. Mais enfin, les 7 premiers, c'était les 7 parts de la Sorbonne partagées en 7 pour dégager un petit peu. Il y avait trop d'étudiants. Il y avait, je crois, à l'époque, 300 000 étudiants à la Sorbonne. Donc, c'était devenu ingérable. Et il y a eu donc des spécialisations qui se sont faites. Et Paris 7 était dans ce cadre une université qui a accueilli, comme 2 autres universités, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, je crois, qui était une université qui était, disons, les historiens très sérieux, très bons et classiques. Paris 4, qui étaient les historiens, disons, conservateurs, plutôt. Donc, c'était surtout l'histoire ancienne et médiévale. Et ça s'est fait comme ça, parce qu'ils avaient choisi de se regrouper. Et Paris 7, qui étaient les novateurs. Alors, on les considérait comme les rouges, comme les c'était pas tellement ça, c'était ceux qui voulaient modifier la façon d'enseigner l'histoire. Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans ceux qui ont constitué le noyau à Paris 7, il y avait juste 2 professeurs et les autres étaient des assistants, des maîtres assistants. Il y en avait peu qui ont voulu se joindre à Paris 7 et les 2 professeurs étaient très contrastés. C'était Jean Chénaud, qui était un excellent spécialiste d'histoire de la Chine et à l'époque militant communiste, et Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est devenu très célèbre en histoire médiévale, qui a eu un itinéraire, disons, idéologique au long de sa vie. Il a commencé tout jeune comme quasiment maoïste. Enfin, bref, dans sa turne à la rue d'Ulm, il y avait paraît-il un grand poster qui représentait Staline. Je crois que c'était Staline, enfin, je ne me souviens plus, moi j'y étais pas. Et quand il a choisi Paris 7, disons qu'il était centriste et il a fini à la fin de sa carrière très conservateur. Donc il a eu tout un itinéraire, mais les 2, qui étaient très très différents, se sont vraiment entendus sur quelque chose. Nous voulons faire de l'histoire d'une façon différente de ce qu'elle était faite. Et la façon dont elle était faite, c'était l'histoire traditionnelle à la française, ancienne, médiévale, moderne et contemporaine. Avec des coupures, en particulier la coupure entre l'histoire moderne et l'histoire contemporaine, c'était, et c'est resté d'ailleurs malheureusement, la Révolution française. Avant et après, c'est 2 périodes tout à fait différentes, dont les historiens, dans la même université, ne se rencontraient très peu. Et donc, Chénaud et Leroy-Ladurie voulaient modifier ça. Chénaud, parce qu'il disait pour l'histoire de la Chine, sa spécialité, ça n'a pas de sens, parce que c'est une histoire française. Et Leroy-Ladurie, c'était la même chose. Il disait pour l'histoire, il était spécialiste euh, de l'histoire des je trouve plus les mots là. Il était spécialiste de l'histoire agraire et il disait bon, je ne vais pas découper l'histoire agraire en rondelles. Et moi, comme moderniste, je suis supposé travailler seulement du XVIe au XVIIIe siècle. Et bon, ben, l'histoire agraire, elle date au moins de l'Empire romain et elle existe toujours maintenant. Donc, je ne vais pas couper ma spécialité en rondelles.
Et je me souviens très bien, j'étais allé en délégation au ministère de l'Éducation nationale, ça devait être en 1970-72, et ils ont dit, à ce moment-là, il y avait une réunion, ils ont dit, nous avons échoué, parce que le ministère nous a dit, ou bien vous acceptez dans vos enseignements ce qu'on appelait le quadripartisme, c'est-à-dire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine, distinctes les uns des autres, ou bien vous n'aurez pas le diplôme national. Donc on n'avait pas le choix. Et à partir de ce moment-là, on a beaucoup triché pour réussir quand même à faire de l'histoire mondiale avant l'époque, enfin, l'histoire du monde, des origines à nos jours. Et effectivement, pour l'histoire africaine, c'était évident que bon, la colonisation telle qu'on l'a connue, c'était l'époque contemporaine. Mais il y a toujours eu des colonisations diverses et variées en Afrique comme ailleurs. Et donc le quadripartisme à la française n'avait aucune signification, pas plus que pour l'histoire chinoise. Et, et donc on a beaucoup triché pendant très longtemps pour arriver quand même à faire des enseignements malgré, malgré le diktat de, alors là, c'est comme ça que ça a commencé. Et moi, je suis toujours resté à l'université dite Paris 7, donc, qui ensuite, nous avons dû choisir un nom. Et à ce moment-là, comme c'est une université très euh, pluridisciplinaire, le nom qu'il a emporté, c'est Diderot. Donc Paris Diderot, qui est devenu récemment, il n'y a pas très longtemps, Paris Cité. Mais c'est toujours la même. Enfin, le noyau est toujours le même. Et c'est l'origine donc de l'établissement où j'ai commencé à enseigner en 1972 et où j'ai pris ma retraite en 2005. Et moi, j'ai été très heureuse à Jussieu. Ben, Très, en très général, heureuse. des étudiants ont été très heureux à Jussieu parce que justement, c'est un peu différent. Ouais. Alors, il y avait cette réputation d'être l'université de gauche qui était assez vrai, mais pas vraiment, parce qu'il y avait de tout. Il n'y avait pas d'extrême droite, hein, c'était pas Assas. Mais disons que c'était quand même une université très variée et très ouverte. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ma carrière. C'est là qu'on pouvait lancer euh, des idées nouvelles, malgré le ministère. C'est là que Michel Perrault, qui venait, elle, de l'ex-Paris 1, a lancé l'histoire des femmes parce que ce n'était pas du tout accepté dans l'ancienne Sorbonne. Et elle a pu le faire justement en Paris 7. C'était une université novatrice, donc ça nous plaisait beaucoup, évidemment. Et donc, j'ai enseigné toute ma vie, finalement. J'ai enseigné l'histoire africaine. D'abord, j'avais été élu sur un poste d'histoire économique. J'ai commencé par l'histoire économique. Alors, évidemment, j'ai glissé vers l'histoire économique africaine. Et puis j'ai devenu l'histoire africaine, pas nécessairement économique, voilà, fait ma carrière, ce qui permet de lancer un certain nombre de recherches et véritablement de les lancer, comme toi, Marie-Pierre, tu l'as fait pour l'esclavage, parce que c'était des courants qui n'existaient pas encore, très peu en France. Donc c'était très excitant de lancer des étudiants, des jeunes étudiants, sur des pistes qui n'avaient pas encore été explorées. Euh, il fallait qu'ils se débrouillent, qu'ils trouvent des archives euh, et des sources. Parce que qu'est-ce que j'ai entendu ça dans ma vie? Ah bon, l'histoire africaine, ça existe? Et il y a des sources. Il y a beaucoup, beaucoup de sources. Seulement, comme tout sujet d'histoire, il y a des sources. Des sources écrites, des sources orales, des sources architecturales, Archéologique. pardon, Archéologique. archéologiques, bien entendu. Et donc, tout ceci existe dans l'histoire africaine comme d'autres histoires, mais ça n'avait jamais été exploré par les historiens de langue française, disons. Sauf quelques historiens rares. Les deux premières thèses, c'était des thèses d'État à l'époque. Pour devenir professeur, il fallait soutenir une espèce euh, de chef-d'œuvre qui mettait un minimum 10 ans pour être écrit. Et c'est
il y a deux jeunes historiens africains qui ont soutenu leur thèse sur l'histoire africaine, et avant les Français. Pas avant les anglophones, et pas avant les Britanniques, parce qu'ils ont fait, depuis 1947, ils avaient commencé à développer. Mais côté français, vous avez eu un historien qui a écrit sa thèse à la fin des années, oui, 1900, oui, dans les années 1950, sur l'histoire de la traite, justement, l'histoire de la traite atlantique, la traite des esclaves côté Atlantique, et Abdoulaye. Et puis un autre, alors qui a fait beaucoup, beaucoup parler, parce il a énormément provoqué les historiens français en leur disant ben, l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire la plus ancienne du monde, ce qui est vrai, objectivement, c'est vrai, puisque Homo sapiens est apparu en Afrique, enfin bon, et il est allé un petit peu trop loin quand même dans son assertion, en disant bon, ben, les premiers Africains noirs étaient les Égyptiens de l'ancien empire. Alors là, il y a eu des discussions invraisemblables, ou qui paraissent invraisemblables aujourd'hui, pour savoir quelle était la couleur des anciens Égyptiens, qui étaient probablement basanés. Et plus ils venaient du sud de l'Afrique, plus ils étaient basadés, et plus ils venaient du nord, plus ils étaient du côté blanc. Et donc, finalement, celui qui avait résolu le problème, c'était Shakespeare, c'est-à-dire au XVIe siècle, dans une de ses pièces sur Cléopâtre, euh, qui, qui traite Cléopâtre, justement, tantôt de basaner, taonner, tantôt de doigt. Il n'avait pas choisi. Parce que la tradition dit que la grand-mère de Cléopâtre aurait été noire. On n'en sait rien, personne n'a jamais connu. Mais il y a eu des discussions très, très, très sévères, en particulier aux États-Unis à l'époque, pour savoir quelle était la couleur de Cléopâtre. Les hellénistes disaient qu'elle était blanche et les Africains disaient qu'elle était noire. On ne saura probablement jamais, comme je disais, elle était probablement comme les gens de cette époque et de cette période, disons basanés et de couleurs assez différentes selon, selon leurs ancêtres. Donc on avait des querelles qui n'avaient rien à voir avec les querelles d'aujourd'hui et qui dénotaient une très grande ignorance en réalité. Oui. C'est ça qui était passionnant. Et, et revenons un petit peu sur SLAFNet, justement. Tu m'as accompagnée pendant tout ce parcours, puisque on est allé à Dakar ensemble, on est allé au Kenya ensemble. Oui, oui. Grâce à toi, au Cameroun aussi. Au Cameroun pour la conférence. On a aussi projeté le documentaire Les routes de l'esclavage, dont tu as été conseillère scientifique, et qui a eu un impact vraiment positif. Oui, mais c'était la première fois, effectivement, que la télévision française, Arte, s'attaquait au sujet de l'esclavage. Comme j'ai dit tout à l'heure, il me semble, l'esclavage était un sujet tabou en France, en Afrique, enfin partout. Et donc, il fallait rompre ce tabou. Et le film sur les routes de l'esclavage, auquel j'ai participé avec l'équipe en 2014, je crois. Ah oui, il est sorti en 2018, je crois. 2018, tu en as été la conseillère scientifique. On a travaillé sur la question pendant effectivement 3 ou 4 ans. Ça avait été très difficile à obtenir de l'équipe cinématographique, parce que Arte était très réticente. Comment ça va être accepté un sujet sur l'esclavage, c'est pas à la mode, c'est pas attractif, etc. Donc finalement, au bout de 2 ou 3 ans, ils ont accepté. Et moi, j'ai eu la chance d'être, comme j'avais commencé à beaucoup travailler sur l'histoire de l'esclavage africain, d'être, disons, la conseillère scientifique, en partie pour la partie africaine de l'esclavage, c'est-à-dire l'esclavage atlantique entre l'Afrique
et le continent américain, ou l'Europe d'ailleurs, parce que ça avait aussi. Et donc là, ça a été une période pour moi très, très enrichissante. D'abord parce qu'il fallait que je connaisse vraiment toute l'histoire de l'esclavage pour placer l'esclavage atlantique dans cette histoire. Et ce sont 4 films d'Arte qui ont effectivement qui ont été très importants parce qu'ils ont permis de vulgariser dans le grand public cette histoire de l'esclavage qui était totalement méconnue. Mais pas seulement le grand public, mais aussi à Dakar, par exemple. Oui, On l'a projeté à l'université, devant les étudiants. Et donc, il y a eu des vrais échanges très passionnés entre l'équipe, le professeur Tube et les étudiants. oui, oui, Et absolument, donc, parce on que sent que ça... le sujet a dû être accepté non seulement en Occident, Mm. mais aussi en Afrique. Oui, Et Ibrahim Atioub, qui est un grand historien sénégalais et qui a fini sa carrière comme recteur, excellent recteur de l'Université de Dakar, s'est emparé du sujet, un des tout premiers. En réalité, c'était côté africain francophone, c'était en 1900, il ne faut pas que je me trompe, enfin, si c'était en 80, 82, je crois. de Il y a eu un colloque à 2000. Bamako. En 2000. Oui, 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 en 2000. en 2000, en 2001, 2002. Oui, C'est tout ça, d'abord. 2000. Oui, c'est très récent, en fait. C'est plus Oui, récent que. c'est très récent, en fait. Bon, je le remettais dans le temps. Non. Oui, oui, il n'y a Mais pas très longtemps effectivement, quand on on n'en y parlait pense. toujours pas. Oui. Donc, il y a eu un déclic très important pour que ça passe dans le public. Ça a été en France la loi Taubira en 2001, qui proclamait que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Et c'est une loi de 2001 Mm. qui a permis de démarrer justement les recherches sur l'esclavage. Parce qu'à partir de l'article 2 de la loi dit, et puisque c'est un crime contre l'humanité, il faut l'enseigner dans les écoles. Alors, on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y avait excessivement peu de choses dans les écoles, et c'est ce qui a, de fil en aiguille, provoqué le- la création CNRS euh, par Myriam Cothias de recherche, d'un centre de recherche CNRS sur l'histoire de l'esclavage. Ça, c'était 2001. Et l'année, effectivement, de la loi Taubira, et l'année aussi, parce que c'était un courant mondial, en réalité, où au côté Brésil, il y a une loi qui disait à peu près la même chose, qui disait qu'il fallait enseigner l'esclavage. Et le Brésil est peuplé très majoritairement de descendants d'anciens Mm. esclaves, évidemment. Mais ça n'était pas dit. C'est donc aussi en 2001 ou 2002 que les Brésiliens décident, proclament qu'il faut enseigner l'esclavage. Donc il y a eu un courant mondial où tu as joué un rôle très important du côté, ben, de deux côtés, du côté francophone et du côté anglophone, hispanophone, enfin toutes les langues utilisées par les chercheurs, sur un sujet qui jusqu'alors était resté tout à fait dans l'ombre. Et ça, c'est vraiment à partir des années 2000. Oui, oui, je crois qu'effectivement, le réseau a permis, enfin, c'était aussi l'objectif, hein, Oui. c'est ce qu'on devait faire, de mettre en relation l'Afrique plutôt anglophone de l'Est Oui. et de l'océan Indien occidental, et puis l'Afrique francophone, de les faire dialoguer. Et ça, Oui, absolument, c'était... c'était très important ce que tu faisais, ce que tu as fait, et ce que tu continues à faire, parce que les Français étaient focalisés sur l'esclavage atlantique, Oui, tout à c'est-à-dire fait. Sénégal euh, la côte ouest africaine, vers, les Amériques. Mais il y a eu beaucoup d'autres esclavages, beaucoup plus anciens, qui partaient de partout de l'Afrique. Et en particulier, l'Afrique orientale a été très importante dans une traite des esclaves qui était euh, très importante bien avant la traite africaine.
la traite atlantique, qui est finalement la dernière des traites, si je peux dire, dans le temps. Quelque part, oui. Oui. Catherine, on va arriver au terme de notre entretien. Qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil pour continuer l'aventure Slavnet? Ah bien, la curiosité. Chercher tout ce qui n'a pas été encore traité et comment pouvoir faire passer. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important dans ce genre d'histoire, c'est la recherche, bien entendu, le travail du chercheur, et puis la transmission. Ben, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti comme grand plaisir, c'est-à-dire de transmettre ce que je savais à des étudiants pour qu'ils continuent à leur tour à chercher justement dans des directions pas tellement utilisées jusqu'alors. Et je pense que la curiosité, c'est fondamental dans le travail de recherche. Je me rends compte personnellement que finalement, je suis d'une insatiable curiosité. Quand je ne connais pas quelque chose, j'ai envie de le connaître. Et ça, c'est très important pour un chercheur, parce que ça permet c'est l'impulsion qui va permettre effectivement de travailler. Donc je pense que c'est deux choses, vous voyez, la curiosité et le doute. Le doute, c'est-à-dire que une source, c'est intéressant, ça apprend des choses, mais ça n'apprend peut-être pas du tout ce que ça prétend apprendre. Et donc la critique des sources, c'est quelque chose aussi de fondamental. Il ne faut pas croire les sources parce que c'est une source. J'enseignais beaucoup ça aux étudiants. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est plus vrai qu'autre chose. Y compris les sources orales, enfin n'importe quelle source, il faut d'abord la critique des sources. Et d'abord, il faut les trouver, les sources, c'est la curiosité, et ensuite les interpréter. Et c'est là, effectivement, qu'est le travail de l'historien. C'est la compréhension, l'agencement, la façon dont les événements se sont emboîtés, et de cette façon-ci et pas de cette façon-là, c'est-à-dire la curiosité. Merci beaucoup, Catherine, pour ce long moment ensemble. Et j'espère qu'on aura encore plein d'autres aventures. Ben, j'espère pas, mais enfin, pour moi, ça commence à se terminer. Oui, mais Slavnet n'est pas terminé. On continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci.